Bon, alors, bonjour à tous et à chacun. Mon nom c'est Duval Bernard. Je suis né en 1925. Alors, il faut vous dire que ma génération, moi, elle a été élevée dans le souvenir de la guerre 14-18 que mon père avait faite. Et de savoir que quelques 20 ans après, si on prend le traité de Versailles, dit 1919 pour 1939, tous les sacrifices endurés pour obtenir cette victoire de novembre 18 étaient réduits à néant. C'était même pire. Non seulement on avait perdu la guerre, mais on était occupés. Et avec une bande de copains de notre quartier, on n'acceptait pas cette occupation et on avait décidé de s'opposer aux Allemands. Mais quoi faire? Nous sommes en fin octobre 1941. Là, le couvercle est retombé sur la France, l'occupation se fait sentir. J'ai trouvé du travail dans une très grosse menuiserie. C'était la plus grosse menuiserie qu'il y avait à Caen à ce moment-là. Ça s'appelait les établissements dorés. J'ai eu à travailler sur des énormes portes, très épaisses, en chêne. Ces portes étaient destinées à la maison d'arrêt de Caen. Donc, une fois ces portes réalisées, j'ai été désigné pour accompagner le gars qui était en charge de la pose de ces portes. On a été fouillés 2 fois par 2 sentinelles différents. Et puis, on était aidé par un bagnard. Arrivé à ma hauteur, le prisonnier sort sans sa gamelle, qui je reconnais le peintre décorateur qui avait été arrêté quelques jours avant. Il a levé la tête et il m'a reconnu, bien entendu. Alors, vous savez, dans un regard, il se passe beaucoup de choses. Hein. On ne parle pas, mais c'est presque un... J'ai su qu'il aurait voulu me voir, il avait quelque chose à me dire, mais leur porte s'est refermée. Je suis resté pantois et j'ai dit, bon, je ne pouvais rien faire. Mais c'était sans compter avec le bagnard. Il avait vu l'échange de regards que nous avions eu. Et il me dit, tu connais le gars d'en face. Alors, là, attention, la Providence aurait voulu que je dise non. Enfin, je ne savais pas qui il était, lui, pour qui il roulait. Hein, je ne l'ai pas eu, hein, ces ennuis. J'ai dit oui, trop content de parler de lui, quoi. Il me dit, il y a quelque chose à te dire. Je dis oui, je m'en occupe. Il a réussi à rentrer en communication avec Michel, puis il est revenu me revoir et me dit, voilà, il a 2 lettres à passer, c'est très urgent, tu veux t'en charger? Je dis oui. Il me dit, tu sais que tu as 2 fouilles à passer. Tes lettres, tu les caches dans tes chaussettes, mais pas sur le côté, derrière. Il y a 50% de chances que les fouilles ne seront que latérales. C'est à courir. Bon, je suis descendu, je me suis présenté à la première sentinelle, il me fouille latéralement. Weg. En allemand, weg, va-t'en. À la 2e sentinelle, juste avant de sortir dans la cour de la prison extérieure, et de la même façon, il me fait qu'une fouille latérale. Et weg. Donc j'ai récupéré mon camion. Là, j'arrive à la maison, je sonne. Je dis, je travaillais à la prison, je viens de voir André Michel, je dis ça. Il me tire violemment à l'intérieur en regardant derrière moi si je n'avais pas été suivi. Tout ça parce que j'étais dans un réseau de résistance. Ça, je ne le savais pas. Et André Michel était le responsable local du réseau Hector. Un réseau de résistance qui a été complètement démantelé par la Gestapo. Tout le monde a été arrêté. Enfin, j'ai donné mes lettres. On m'a demandé si je pouvais ramener une réponse. Je dis oui. Je retourne travailler, je n'ai pas fini. Donc je suis reparti avec une lettre que j'ai cachée de la même façon. C'est mon premier fait de résistance, sans appartenir à ce moment-là à un réseau. Je suis rentré, si l'on peut dire, officiellement dans un réseau de résistance qui s'appelait Front National. Nous étions une bande de copains, les autres avaient d'autres tâches, c'était du terrorisme, du sabotage, de l'infiltration dans les milieux collaborationnistes. Enfin, nous étions voués au renseignement. Donc, on partait le matin, on allait en vélo, au bord de la côte. Notre secteur qui nous était attribué, c'était de Ouistreham à Annel. Notre alibi, c'était de chercher de la nourriture dans les fermes aux alentours. Et on relevait sur des petits morceaux de papier tout ce qu'on voyait. Et ce n'est qu'au retour, quand on revenait chez nous, qu'on transcrivait ça sur eau propre, on donnait ça à notre chef de groupe, qui lui faisait suivre. Et vous savez, c'était très cloisonné, la résistance. On ne savait pas qui faisait la suite. Alors, comme je vous disais, parallèlement à ça, d'autres copains faisaient d'autres actions. Et
notamment l'un, avait réussi à infiltrer un groupe de collaborateurs, le RNP. Puis un jour, il a eu l'occasion de subtiliser une serviette qui contenait des documents très importants que le responsable devait aller porter le lendemain à la Gestapo rue des Saussaies à Paris. Malheureusement, il a mal maquillé son vol et rapidement les soupçons sont tombés sur lui. Il a été arrêté, la Gestapo l'a fait parler sous la torture, il a avoué des noms, et c'est comme ça qu'il y a eu une arrestation en chaîne. Et moi, j'ai été arrêté le 10 mars 1944 au domicile de mes parents, devant ma mère, très tôt le matin. Et j'ai été arrêté par deux Français. Deux Français qui travaillaient, qu'on appelait des gestapistes, d'ailleurs, on les connaissait, qui travaillaient à la solde de la Gestapo. Et là, on m'a emmené au siège social de la Gestapo, qui était rue des Jacobins à Caen. Un gars de la Gestapo est arrivé, vous savez, comme on les connaissait, là, comme on les voit souvent dans les films, en gabardine cuir, noir, chapeau. Il m'a fait asseoir sur une chaise, il m'a lié les bras avec les menottes dans le dossier de la chaise, et en me regardant bien, il m'a dit « T'es un sale espion, toi. Tu fais ça, ça et ça. » Ce qu'il disait, c'était exact. Hein? T'as 2 minutes pour me répondre. Tu réfléchis bien. Puis il se retourne au bout d'un moment, il me dit « Alors, ça y est, t'as réfléchi? T'as quelque chose à me dire ?» Et j'ai continué à nier. « Ah bon ?» Il m'a dit. « Bon, ben j'ai un moyen pour te faire parler, tu vas voir. » Puis il est allé dans la pièce à côté, il est revenu avec une énorme matraque, et il a commencé à me frapper. Alors il me frappait sur les cuisses. Par la douleur, je me levais, c'est la réaction de moi. J'emmenais la chaise avec moi, coup de poing dans la figure, coup de poing dans l'estomac pour me faire asseoir, et ça à un rythme rapide. Si rapide qu'à un moment donné, il s'est arrêté, il était essoufflé. Sur les coups reçus, les coups dans la tête, les coups... Vous rentrez dans un état second, hein. On n'est plus là, c'était un univers cotonneux autour de vous. Je commençais à ne plus voir par les coups pris dans la figure, m'a tiré par les cheveux jusqu'à un mur de sa pièce où il y avait une carte du littoral du Calvados, puis avec sa matraque, il montait les endroits où nous allions espionner. Il avait été bien renseigné, d'autres avaient parlé, je ne sais pas. Après, il m'a ramené sur ma chaise, il a continué à me frapper, et à partir de là, bon, j'ai des blancs, je me suis évanoui plusieurs fois, je sais plus où j'étais, et puis, jusqu'au moment où j'ai essayé de me lever, parce que j'avais les cuisses qui avaient doublé de volume par les coups. Je suis tombé. Enfin, je ne sais pas comment j'ai descendu l'escalier. Il m'est arrivé en bas, m'a propulsé dans une traction avant, et direction la prison. J'ai passé presque 3 mois en cellule. Et puis, le 20 mai 1944, nous avons été rassemblés à quelques 28 détenus en bas. Avec un SS, nous a fait un discours pompeux, nous disant qu'on aurait dû être fusillés, qu'on était des terroristes, des espions, enfin, et que l'Allemagne, dans sa grande clémence, nous permettait de nous racheter en allant travailler pour elle, patati patalo. Et là, on a pris le train régulier pour Paris, ils avaient rajouté un wagon pour nous. Alors, direction Saint-Lazare, Saint-Lazare transfert à la gare du Nord, puis Compiègne. Arrivé à Compiègne, quand je suis resté 15 jours, et puis le 4 juin 1944, 2 jours avant le débarquement, nous avons été réunis à quelques 2000 sur la place d'Appel et direction la gare marchandise de Compiègne. Arrivé là-bas, un convoi de wagons bestiaux a été créé. Ces wagons bestiaux qui comportaient encore l'appellation quant à leur contenance, à savoir qu'on pouvait mettre 8 chevaux en long ou 40 hommes. 40 hommes. Nous sommes rentrés à plus de 100 dans ces wagons, qui n'étaient ventilés que par 4 petites meurtrières, une petite ouverture, couturée de fils de fer barbelés, bien entendu. Et là, quand la porte s'est refermée, la température est montée et la soif est arrivée. Le convoi a duré 3 jours et demi, sans boire, sans manger. Dans cet univers clos, enfermé, où chacun crevait de soif.
J'en ai vu qui essayaient d'obtenir un peu d'urine, de leur urine qu'ils buvaient avidement. Vous savez la bouche qui se fendit, les swamps qui viennent, la langue se fend, c'est terrible. Puis vous délirez, hein, on commence à délirer. Il y a des gars qui devenaient fous, qu'on essayait de maîtriser. Il y en a qui mouraient. On les empilait au fond du wagon, dans un coin du wagon. 3 jours et demi comme ça. Enfin, on est arrivé près de Hambourg. On est rentré dans un camp qui s'appelait le camp de Neuengamme. Arrivé là, la porte a été ouverte. Inutile de vous dire, après 3 jours et demi, l'ankylose qu'on pouvait avoir. Donc nous tombions les uns sur les autres. Et là, en bas, il y avait les capots qui nous frappaient pour nous faire relever. Et les SS qui étaient là, avec leurs chiens qui étaient dressés contre nous. On nous a dirigés vers la place d'appel du camp. Là, on a attendu un bon moment. Puis après, on nous a dirigés vers le soubassement d'un bâtiment en dur qui était là, le long de la place d'appel. Et là, on nous a ordonné de nous mettre tout nus. Et les capots, les pharmaciens étaient armés, certains étaient armés de rasoirs et nous supprimaient tout le système pileux du corps. À sec, comme ça, pas de l'eau, mais pas de savon, avec des rasoirs ébréchés. Inutile de vous dire les blessures que ça engendrait. Et puis après, nous sommes passés dans la pièce à côté, et là, il y avait des pommes de douche au plafond, et enfin, l'eau a coulé. C'était une eau noire, sale, tout ça, mais qu'on a bu avidement, vous savez, après 3 jours et demi, comme ça. Et avec ça, doucher, on ne pouvait pas se doucher, on n'avait rien, on n'avait pas de savon, on n'avait rien, puis c'était pas ça, c'était boire. Après, on nous a emmenés au bloc 12. Bloc 12, c'était un bloc de quarantaine. Ce bloc était réservé pour 200 déportés, on nous a mis à 400. Alors, dans ce camp, il fallait qu'on produise un travail donné, et à partir de là, quand on mourait, parce que la vie d'un déporté n'était pas très très longue, hein, c'était de l'ordre de 3-4 mois en moyenne, et comme ils occupaient suffisamment de pays où ils pouvaient procéder à des arrestations, ils renouvelaient, bien entendu, le cheptel dont ils avaient besoin de déporter. Voilà le matricule que nous avions, hein, que nous devions savoir en allemand. Donc, si j'entendais « 84, 64, c'était moi. Il fallait le reconnaître. Oui. Nous avions un triangle de couleurs. La couleur vous indiquait la raison pour laquelle nous étions en camp. Rouge, c'était les politiques. Nous étions considérés comme des politiques. Noir, c'était les asociaux, profit de travail, force de tête. Vert, c'était les droits communs. Violet, c'était les tziganes. Et rose, c'était les homosexuels. Et ainsi de suite. Il y avait des tas de couleurs. Il y avait une lettre. Cette lettre, c'était votre nationalité. Voilà. Et après, fin du fin, c'était de trouver une file et une aiguille pour coudre ces deux matricules. Parce qu'il y avait celui-ci qui était à gauche sur la veste et sur le pantalon, à droite, le même matricule. On était sans arrêt omnubilés par cet estomac qui criait famine, et puis en même temps la faiblesse qui nous atteignait, parce que petit à petit, à ce régime-là, nous perdions des forces, mais il fallait toujours travailler, donc on se consumait là. D'avoir de la nourriture dans la bouche, c'était pas une extase, mais presque. Hein. Alors, on mâchait, puis à un moment donné, il y avait un simulacre d'avaler, on restituait la nourriture dans la bouche, et de nouveau, on mâchait comme les ruminants, quoi. Tout ça pour prolonger le temps d'avoir un peu de nourriture à absorber. J'arrive au 25 avril 1945, au soir. On entendait la bagarre, les roulements, les explosions au loin, on savait que ça approchait, quoi. Et là, on a vu les SS qui étaient dans les miradors s'habiller en civil, jeter leurs affaires militaires par-dessus bord, et puis s'en aller. Mais on assistait impuissants à cela. Pourquoi? Parce que nous étions dans un camp ceinturé d'une double enceinte de fil de fer barbelé électrifié. Hein, il n'était pas possible de... Alors on a vu les gens, ces gars-là partir. Et puis, à un moment donné, les Russes qui étaient en quantité plus importante que nous ont réussi à ouvrir la porte du camp, la seule partie qui n'était pas électrifiée, investir le poste de SS, qui était auprès, et couper le courant. Et à partir de là, on pouvait toucher les fils de fer barbelés. Et nous sommes sortis
sous la bagarre. Parce que là, vraiment, c'était fort, hein, les explosions, il y en avait partout, ça tombait de partout. Les Russes, hein, les officiers russes qui étaient là, nous ont ordonné de partir. Il fallait faire place nette du camp. On ne savait pas où aller. Et en fin de compte, on a erré en cercle. Et le soir, on était tous surpris d'apercevoir notre camp, presque à l'horizon. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on est revenu au camp. On ne savait pas où aller, ailleurs. Et puis, on a décidé de partir en France. Allez, on s'en va à pied. Et là, on est parti, comme ça, vers l'ouest. Et on a fait quelques 140 km à pied, tout doucement, en mangeant avec ce qu'on trouvait, pour en finir, arriver, se buter sur l'Elbe. On est arrivé à l'Elbe. Et là, les Russes tiraient sur quiconque essayait de traverser l'Elbe. Et l'échange se faisait là. Ceux qui étaient prisonniers à l'ouest, mais qui habitaient l'est, puis nous qui étions à l'est, qui habitions l'ouest. Un jour là, un jour l'autre. On a traversé l'Elbe, et d'autre côté, nous attendaient les armées alliées, hein, l'Amérique, l'Angleterre et le Canada. Arrivé là, il y avait un genre de tribunal de campagne. Ils voulaient savoir pourquoi on voulait aller à l'ouest, si nous étions bien français, enfin, un petit contrôle. Puis en même temps, il y avait des infiltrations parmi nous. Parce qu'à la faveur de l'ouverture des camps, il y a des SS ou des tortionnaires, quoi, qui ont pillé des affaires rayées et puis qui les revêtaient, se faisaient passer pour des déportés. Et puis le lendemain, on nous a emmenés à la gare marchandise de Dessau. Et là, il y avait un énorme convoi de wagons imbéciaux qui était créé, de 60 wagons, je crois, auquel on avait rajouté 2 wagons voyageurs pour les déportés, qui étaient en conditions physiques lamentables. Donc, nous avons mis 9 jours pour rejoindre la France. Là, on m'a donné un costume que je n'ai pas pu mettre parce qu'il était trop grand. Mais comme ils avaient désinfecté les affaires que nous avions sur nous, bon, on a remis nos affaires de déportés, puis j'ai continué comme ça. Parce que j'avais maigri de 20 kilos. Quoi. Les gens ne voulaient plus entendre parler de la guerre, c'était fini. Ils étaient déjà, il s'était passé 10 mois. On se retroussait les manches, il y avait du travail à faire. J'ai essayé de trouver du travail, et je me souviens avoir frappé à une porte, et le gars avait regardé mon curriculum vitae qui était très, très pauvre en quelque sorte, et qui à un moment donné m'avait dit oui, mais c'est pas. Et puis en même temps vous avez perdu votre temps en Allemagne. Voilà. Donc il n'y avait rien qui nous permettait de s'épancher sur ce qu'on avait vécu. On n'a pas trouvé l'oreille attentive que nous aurions souhaité. Et c'est comme ça que tous les déportés qui sont rentrés se sont introvertis. On n'a pas voulu. On ne trouvait peut-être pas les mots qu'il fallait pour expliquer l'univers dans lequel nous avions vécu et tous ces morts que ça représentait. Donc, on s'est refermé sur nous-mêmes. Hein. Le fait de vous parler, c'est un petit peu une promesse tenue. Parce que beaucoup qui étaient dans le camp, qui sentaient leur mort arriver, qui savaient qu'ils n'allaient pas ressortir, nous disaient, si tu as la chance de revenir, surtout tu diras ce qu'ils nous ont fait, ces salauds. Voilà. Parce que leur parcours ou le mien, c'est pareil. C'est un peu leur voix qui parle. Voilà. Donc, c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté.